Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est soit que vous avez déjà regardé les 2 vidéos précédentes et que vous voulez en savoir davantage sur le déficit foncier, soit que vous êtes déjà un investisseur immobilier confirmé et que vous souhaitez parfaire votre connaissance pour vous assurer que rien ne vous échappe. Et d'ailleurs, vous avez raison. Dans cette 3e vidéo consacrée au déficit foncier, je vous donne quelques conseils, quelques tuyaux, pour optimiser davantage vos montages et investissements immobiliers. Au programme 1. Investir cash ou à crédit. 2. Le prêt à palier et le prêt in fine. 3. L'importance de l'article 156.3 du Code général des impôts. Faut-il mieux investir comptant ou à crédit ? Très clairement, et a fortiori si vous avez de la capacité d'endettement, vous auriez tort de ne pas vous faire financer. Vous pourriez en parallèle placer vos liquidités sur des supports plus rentables que le coût d'emprunt du crédit et ainsi générer un effet de levier financier. Prêt à palier et prêt in fine, il existe d'autres types de prêts immobiliers moins connus que le prêt classique amortissable, mais souvent, selon votre situation, qui vous permettent d'optimiser significativement le montage. Et on commence par le prêt à palier. Le prêt à palier permet de construire votre prêt et ses mensualités sur mesure en fonction d'échéances que vous auriez par ailleurs. Par exemple, si vous avez un prêt immobilier qui se termine dans 5 ans, vous pouvez construire un premier palier sur 5 ans moins élevé afin de maîtriser votre trésorerie. Une fois ce prêt terminé, vous pourrez augmenter les mensualités. Le prêt à palier est notamment redoutablement efficace pour les investissements immobiliers défiscalisants. Un conseil, parlez-en à votre courtier avant de valider votre montage bancaire. Passons au prêt in fine. Si vous envisagez un apport, optez plutôt pour le prêt in fine. Cela vous permet de générer un effet de levier financier en plaçant le capital que l'on ne rembourse pas à la banque chaque mois sur un contrat d'assurance vie dont le rendement sera supérieur au taux du prêt. Ainsi, plutôt que de rembourser chaque mois des intérêts et une part du capital à la banque, vous ne remboursez que les intérêts et vous placez la quote-part du capital sur un contrat de capitalisation qui travaillera. Je sais, c'est génial. Obligation de détention du bien, 3 ans en excédent. Peu d'investisseurs immobiliers le savent et pourtant, l'article 156.3 du Code général des impôts précise que lorsqu'on a bénéficié et donc déclaré un déficit foncier sur un bien immobilier mis en location, on ne peut pas le revendre ni changer de régime fiscal tant que le bien n'a pas été au moins 3 années consécutives en excédent foncier. En d'autres termes, vous ne pouvez pas acheter un bien, faire de gros travaux, bénéficier du déficit foncier et le revendre le lendemain. Faut pas exagérer. Vous devez conserver ce bien au moins 3 ans. D'ailleurs, une question revient souvent. Que faire à la fin du déficit foncier ? Une fois que vous aurez consommé tout votre déficit foncier et que vous aurez respecté l'obligation du maintien du régime pendant 3 ans, vous aurez 3 solutions. Soit basculer au régime du micro-foncier si vous n'excédez pas 15 000 € de revenus fonciers par an, auquel cas vous bénéficierez alors d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus fonciers. Vous pouvez aussi envisager de passer le bien en meublé, ce qui implique un changement de bail locatif, l'achat de meubles et un changement de type de revenu, qui passe alors de revenus fonciers à BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ou encore, vous pouvez choisir de revendre le bien. La vidéo 3 de ce module consacré au déficit foncier touche à sa fin. J'espère vous avoir éclairé sur ce dispositif. S'il vous reste des questions ou si vous souhaitez mettre cela en place, nous sommes disponibles. Alors à bientôt sur netinvestissement.fr.